Eh bien, bonjour à tous. Clémentine et moi, on va commencer par se présenter et puis vous présenter ensuite ce webinaire qui s'intitule « Une gestion dite comme sauvage, pourquoi, comment et quels effets sur le cheval et la biodiversité ». Donc je laisse Clémentine se présenter. Bonjour à tous, donc Clémentine Mutillot, je suis actuellement attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'Université d'Avignon et du coup je travaille au sein du laboratoire l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie et en collaboration avec l'association TAC bien entendu. Et donc moi je suis Laurent Tatin, je suis associé au même laboratoire que Clémentine et je suis aussi biologiste de la conservation, indépendant, et puis j'ai travaillé quelques années dans l'association TAC sur le cheval de Przewalski et puis depuis 3 ans maintenant avec Clémentine et d'autres personnes sur cette thématique de la gestion dite comme sauvage. Donc nous avons construit ce petit webinaire au travers de 3 questions principales. Pourquoi une gestion dite comme sauvage? Quels effets peut-elle avoir sur les chevaux? Et quels effets peut-elle avoir sur la végétation et les insectes? Et ça sera la 3e partie. Je vais m'attacher moi à vous présenter les 2 premières questions et Clémentine prendra la suite pour les aspects plutôt relatifs à la biodiversité. Commençons par étudier cette question: pourquoi une gestion dite comme sauvage? Et puis essayer d'en donner une définition qui va donc nous être utile pour la suite de la présentation. Alors, une première diapositive, alors n'ayez pas peur avec tous ces noms, on va pas les lister un par un, c'est juste pour vous montrer que nous, biologistes, on regarde le cheval un peu, peut-être un peu différemment des personnes du monde du cheval domestique, on va dire. Et ce que je voulais illustrer là, c'est la diversité des équidés depuis une époque qu'on appelle le Pléistocène, qui s'écoule de 2,5 millions d'années à peu près jusqu'à 11 000 ans. Ensuite, on aurait le néolithique. Et ce que j'ai mis là, c'est donc la liste des espèces d'équidés, du genre Equus même particulièrement, qui étaient présentes en Europe, en Asie, en Afrique. J'ai pas mis ici les Amériques, mais c'était le cas aussi, avec une liste qui s'écoule de l'ancien vers l'actuel. Et donc vous montrer qu'on avait 12 espèces d'écus en Europe, 18 en Asie, 10 en Afrique. Donc une certaine diversité qui s'est un peu érodée au fil du temps, puisque si on regarde les équidés actuels, toujours représentés au travers d'un seul genre, le genre Equus, eh bien on n'a plus que 7 espèces. Alors elles se regroupent classiquement en 3 groupes, hein. Les ânes, qui sont ici, voilà. Donc l'Émion en Asie, le Kiang en Inde et puis l'Inde de Somalie. Les zèbres, que tout le monde connaît, hein, au travers de 3 espèces aussi. Et puis le cheval. Alors j'ai marqué les chevaux parce qu'on distingue le cheval domestique du cheval de Przewalski et on les considère aujourd'hui comme 2 sous-espèces. Donc les petites vignettes que vous voyez ici illustrent le statut de conservation de chacune de ces espèces. Et vous voyez que, alors quand c'est rouge, évidemment c'est une alerte, c'est que l'espèce est menacée, et quand c'est vert, c'est que l'espèce est plutôt loin d'un risque d'extinction. Mais vous voyez en gros que 5 espèces sur les 7 sont plutôt menacées, dont le cheval de Przewalski, qui est ici, qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui, mais pas que, hein, le cheval domestique aussi. Alors, pour définir cette notion de gestion comme sauvage, il faut en passer par le cheval de Przewalski et un des sites sur lesquels il est élevé, sur le Cosméjean, en Lozère. Donc vous voyez une vue aérienne ici, et une photo de cheval de Przewalski ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est l'association TAC, donc vous voyez le logo en haut, qui a initié ce projet au début des années 90, et c'est plus particulièrement Claudia Fay, une scientifique qui est à l'initiative de cette idée. Et donc ce que j'ai mis ici sur la diapositive, là, c'est juste pour replacer un petit peu ce cheval de Przewalski, à la fois au fil du temps, qui est ici, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis par rapport aux chevaux domestiques et de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est principalement Ludovic Orlando hein, qui a travaillé sur ces questions-là. Et juste pour vous dire que bon voilà, les ânes se sont différenciés des chevaux il y a déjà pas mal de temps, mais qu'on avait au Kazakhstan l'idée que le cheval était domestiqué là-bas. Mais en réalité, on s'est rendu compte que la lignée du Kazakhstan sur le site de Botaï a disparu, mais on a trouvé sur ces sites où le cheval avait été domestiqué des traces de chevaux de Przewalski.
Mais malgré tout, ce cheval de Przewalski nous arrive aujourd'hui comme un cheval dit sauvage, libre, en tout cas, où son cycle biologique est accompli de façon autonome. Il n'est pas sous la gestion anthropique, la gestion de l'homme. Et donc, on pourrait le considérer comme le cheval le plus originel. Et donc, l'association TAC a entrepris sur le Cosméjean un élevage en vue de réintroduire cette espèce en Mongolie. Et donc, les principes du projet de conservation vont nous permettre, vous allez voir, de définir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette gestion dite comme sauvage. Alors, on peut résumer les principes du projet en 3 points principaux, qui est dans un premier temps la très faible fréquence des interactions humaines, qui se résume en gros uniquement au transport en vue de réintroduction. Le libre choix du partenaire de reproduction, ce qui veut dire que étalons et juments décident par eux-mêmes qui va se reproduire avec qui, sans interaction humaine, et un libre choix de l'utilisation de l'espace. Alors même s'il est limité, c'est un enclos de 400 hectares au total, les chevaux ont la possibilité d'utiliser les différents endroits de cet enclos de façon totalement autonome. Et donc ces 3 points permettent d'aller vers une sélection des chevaux dite fonctionnelle, donc par rapport aux conditions environnementales et par rapport aux congénères entre eux, beaucoup plus qu'une sélection dite anthropique, voire pas du tout. Et c'est au travers de l'expression du patrimoine génétique, évidemment dépendant des chevaux sélectionnés au départ, l'expression du panel de comportement social, l'expression d'une grande diversité, en tout cas la diversité la plus grande possible du microbiote, donc ce sont la diversité de bactéries dans le système digestif du cheval, et puis voilà, tout ce qui va conduire à une adaptation aux conditions environnementales présentes, en l'occurrence là sur le Cosméjean. Et donc c'est tout ça qui, l'idée initiale du projet le postulé, va permettre la réintroduction. Si je résume, on pourrait donner comme définition de cette gestion comme sauvage un libre choix du partenaire de reproduction, également un libre choix de l'utilisation de l'espace, même s'il est limité, c'est plutôt de la semi-liberté, on emploie souvent ce terme-là. Peu d'interaction humaine, voire pas du tout, pas de prophylaxie, donc pas de traitement antiparasitaire, et pas de supplément alimentaire, sauf cas vraiment très très exceptionnel. Donc si on s'en réfère à ces points-là, on aurait aujourd'hui 380 chevaux, disons, gérés comme sauvages, chevaux de Przewalski, pardon, gérés comme sauvages, 1100 qui ont été réintroduits et dont on peut penser, enfin dont on sait que ça correspond à cette définition-là, versus 1500 chevaux qui sont dans les parcs animaliers ou des zoos. Donc en gros, on aurait à peu près la moitié de la population de chevaux de Przewalski gérés plutôt comme sauvages et réintroduits, dont réintroduits, et l'autre moitié gérée vraiment sur des critères purement anthropiques. Donc tout ceci étant posé, on peut aborder la deuxième question qui est celle des effets de cette gestion sur les chevaux. Pour l'instant, chevaux de Przewalski. Alors, on va regarder ça dans un premier temps sur le site du Cosméjean, qui s'appelle le Villaret, et puis on passera à la Mongolie ensuite. Donc, premier point, donc on a résumé les points principaux donc, dans les diapos qui suivent. Et le premier point, c'est que les chevaux s'organisent socialement comme d'autres équidés sauvages. Certains zèbres, certains ânes et les chevaux domestiques retournés à l'état sauvage. Et donc, comment cela se caractérise? Eh bien, principalement par une structure dite familiale qui comprend un étalon, des juments et des poulains. Et vous le voyez ici, ces groupes familiaux peuvent être de taille variable. Et ce qui est important aussi, c'est que ces liens entre individus, principalement étalons et juments, persistent à long terme. Quand je dis long terme, des études ont montré que ça pouvait être une dizaine d'années, voire plus. Le deuxième point, c'est que dans ce type de gestion, les histoires de vie sociale se complexifient. Là, je vous ai mis pour exemple le devenir, on va dire ça comme ça, l'histoire de vie d'un jeune étalon, qui est entouré ici, à partir de son groupe natal, son groupe de naissance, donc, qu'il va quitter vers 2 ans et demi, pour rejoindre le groupe d'étalons dits célibataires. C'est une étape obligatoire dans son développement plutôt comportemental. Et au bout de quelques années,
il va soit récupérer un groupe de juments qu'un étalon détenait avant, mais qu'il arrive à supplanter, soit récupérer une jeune jument, par exemple, qui quitte son groupe natal aussi, et puis former un couple au départ. Et puis, ces deux schémas-là, soit ils perdurent dans le temps, soit ils ne perdurent pas forcément, et on peut avoir un aller-retour entre un groupe familial, puis finalement revenir avec une seule jument, ou s'associer à un autre étalon, c'est ce qu'on appelle une alliance, pour pouvoir garder, maintenir à proximité de lui les juments pour accéder à la reproduction. Donc vous voyez que ce schéma est assez complexe, en tout cas probablement plus complexe que ce que vous avez l'habitude de voir chez les chevaux domestiques ou les chevaux de Przewalski en parc animalier. L'autre point, le dernier point qu'on voulait mentionner, c'est celui lié à un processus démographique qui se met en place dans le cadre du cosméjan lorsque la densité de chevaux augmente. En effet, les jeunes juments retardent l'âge de leur première mise bas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de quitter leur groupe natal à 2 ans, 2 ans et demi, elles vont le quitter 1 an plus tard, et évidemment sans se reproduire avec leur père, puisqu'elles restent dans leur groupe natal, ce qui va avoir pour effet de diminuer le taux d'accroissement de la population de chevaux. Et donc, en fait, plutôt que d'épuiser la ressource en augmentant un peu indéfiniment, les chevaux de Przewalski, en tout cas dans ce cadre-là, nous montrent en fait qu'il y a un processus démographique qui se met en place en retardant l'âge à la première reproduction des jeunes juments. Donc après avoir vu ces effets de la gestion comme sauvage sur le site du Villaret en France, on peut se demander quels sont les effets, est-ce qu'il y a des effets une fois la réintroduction effectuée en Mongolie. Alors, c'est finalement assez simple, cette diapositive, c'est pas si compliqué. Si on peut la lire de gauche vers la droite, et donc ici 2004 et 2005, ce sont les années de réintroduction depuis le Cosméjan vers la Mongolie, le parc national de Romintal. Donc on avait en 2004 2 familles et 3 étalons célibataires, et 2 familles et 2 étalons célibataires en 2005. Donc on peut se demander, c'est bien, on a transporté, réintroduit des individus chevaux de Przewalski, mais est-ce que la structure sociale est maintenue? Et quand on regarde ce qui se passe en 2006, eh bien, on constate qu'on a les 4 mêmes familles. Donc, quand je dis même famille, c'est même composition de chacun des groupes. Et puis, les étalons célibataires qui se sont rassemblés. Si on regarde encore un peu plus près de nous, là, en 2024, donc évidemment, la taille de la population a augmenté, et on se retrouve avec toujours le même type de structure sociale, avec 14 familles et 42 étalons célibataires. Donc, en fait, on voit que si les chevaux sont gérés comme sauvages avant réintroduction, la structure sociale, elle, peut être conservée malgré cette perturbation du transport, du nouvel environnement et du stress. Et enfin, dernier point, en Mongolie, pour illustrer ça, c'est que donc voilà, on va le regarder au travers du risque de mortalité, soit des étalons, soit des juments. Donc, juste un petit mot sur celui des étalons, on se rend compte qu'en fait, ce risque de mortalité, il est 6 fois supérieur en Mongolie, donc une fois les chevaux réintroduits, par rapport à ce qui était le cas avant. On pourra en discuter du pourquoi, on pourra y revenir après dessus. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder celui des juments qui, lui, n'est pas affecté. Et en plus, on se rend compte que ce risque de mortalité, il est abaissé lorsque la taille du groupe familial augmente. Donc en fait, c'est quelque chose qui tend à nous faire penser que plus la structure sociale sera établie, pérenne, avec des groupes familiaux plutôt grands avant la réintroduction, puisque la structure sociale est maintenue, et bien en fait, on a autant de chances d'avoir un succès de cette opération au travers d'un risque de mortalité des juments qui est abaissé grâce à la taille des groupes familiaux. Donc voilà un petit peu la définition de la gestion comme sauvage, une définition qu'on peut donner, les effets sur les chevaux au Villaret, et puis quelques effets sur les chevaux aussi en Mongolie. Et donc je laisse la parole à Clémentine pour les aspects liés à la biodiversité. En effet, donc dans cette dernière partie, je vais plutôt vous parler de quels effets potentiels ce type de gestion peut avoir sur l'écosystème, et notamment la végétation et les insectes. Donc pour cela, on a travaillé sur le Cosméjan, là où ont été introduits du coup les chevaux de Przewalski dont vous a parlé Laurent juste avant. Et on a pu comparer avec 2 autres élevages, les brebis et les chevaux domestiques. Donc les brebis, c'est notre écosystème de référence, puisque c'est le pastoralisme qui a façonné les milieux qu'on souhaite conserver sur le Cosméjan.
et les chevaux domestiques, ils sont élevés depuis quelques années maintenant à destination de courses d'endurance. Donc ça a été possible de comparer ces différents types de pâturage parce qu'on est dans des conditions environnementales très proches et aussi à des pressions de pâturage très similaires. On a fait un focus donc sur la végétation parce que ce sont les producteurs primaires et qui sont directement impactés et aussi indirectement par le type de pâturage. Et on s'est aussi intéressé aux coléoptères coprophages et notamment leur fonction dans la dégradation de la matière organique fécale. Donc pour étudier la végétation, on a réalisé des relevés botaniques, donc de la strate herbacée notamment. Pour cela, donc, on relève les listes d'espèces, donc les espèces qui sont présentes et aussi leur abondance, et on peut obtenir ce type de résultats. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà, ce sont la représentation des communautés végétales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà voir que le nuage de points, il est assez resserré. Donc, ça veut dire qu'on est dans des communautés qui n'ont pas complètement radicalement changé. Par contre, on peut voir que le pâturage ovin, il est séparé par notre axe 1 du pâturage par les chevaux de manière générale. Et notre deuxième axe, il va séparer notamment la gestion comme domestique de la gestion comme sauvage. Donc pour résumer cette petite figure, on a donc des compositions de communautés globalement similaires, mais avec des différences plus fines, et notamment même entre les deux types de chevaux, les deux sous-espèces de chevaux. Donc ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il y ait plusieurs groupes sociaux, donc une utilisation de l'espace différente, par le fait qu'ils ne soient pas vermifugés et du coup ils pourraient se nourrir d'autres types de végétation qu'habituellement les chevaux domestiques ne sont pas intéressés, pour de l'automédication par exemple. Et enfin, un dernier point, c'est lié au choix des gestionnaires de faire pâturer ou non les animaux dans les dolines, donc c'est les bas de pente sur le Cosméjean qui sont habituellement du coup plutôt cultivés dans les systèmes à gestion domestique. Un dernier point qu'on a pu remarquer aussi et évaluer, c'est le fait que une espèce, Rhinanthus pimulus, était bioindicatrice du pâturage par les chevaux de Przewalski. En fait, il s'agit d'une espèce hémiparasite, c'est-à-dire qu'elle va venir parasiter les espèces dominantes de la communauté végétale, qui sont généralement les graminées et certaines fabacées. Et en parasitant ces espèces dominantes, elles vont réduire leur dominance dans la communauté et laisser plus de place à d'autres espèces. Donc, ce qui pourrait expliquer aussi ces différences qu'on peut observer. Dans un deuxième temps, on s'est aussi intéressé donc aux coléoptères coprophages. Et pour étudier ceci, il faut passer par des captures. Donc ici, on a utilisé des pièges attractifs avec les fesses de l'herbivore en question. Et par la suite, on réalise des identifications en laboratoire. On peut obtenir ce type d'informations à partir de ces données, donc les abondances relatives moyennes des différentes espèces qu'on peut retrouver selon les différents types de pâturage, donc les différents herbivores. De manière globale, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, on a des couleurs qui sont similaires dans les trois types de pâturage. Donc, c'est-à-dire qu'on a des espèces qui se retrouvent quel que soit le type d'herbivore, avec certaines qui vont être beaucoup plus dominantes, comme Ontophagus joannei en bleu foncé, et d'autres qui seront plus caractéristiques des fesses des chevaux, donc comme Cacobus schreiberi en bleu clair. D'autres encore vont être plus présentes, notamment dans les assemblages dans les fesses de brebis, donc comme Colobopterus erraticus en jaune orangé ici. Par contre, d'autres vont être plus spécifiques et il faut me croire donc un peu plus sur parole parce qu'on ne peut pas distinguer à ce point finement, mais certaines espèces qui sont d'ailleurs ce qu'on appelle des endocoprides, donc qui vont réaliser tout leur cycle dans la matière fécale, sont plus présentes chez les Przewalski. Et ça pourrait être lié notamment au fait que les chevaux de Przewalski, donc notamment les étalons, vont réaliser des piles de crottins, c'est-à-dire qu'ils vont venir déféquer par marquage sur les crottins des juments ou d'autres mâles, et ça peut former des piles assez énormes et qui pourraient donc favoriser ces espèces. Les différences que l'on peut retrouver entre chevaux domestiques et chevaux de Przewalski et aussi contre les brebis, ça peut être lié du fait que ce soit des ruminants ou des monogastriques. Donc pour résumer, on a donc des compositions des assemblages assez similaires, mais des proportions différentes de ces espèces. Quand on s'intéresse maintenant à la fonction de la dégradation de la matière organique fécale, on a réalisé ces tests, une expérimentation en ayant un contrôle, donc ici une masse de fesses de l'herbivore en question, dans son enclos, qui est protégé, donc rendu inaccessible aux coléoptères coprophages, et un autre qui sera, lui, accessible aux coléoptères coprophages. Et donc ça nous permet de savoir
combien de matière organique fécale est prélevée, est enlevée par les coléoptères coprophages en 15 jours. Donc nous, on a laissé l'expérimentation 15 jours. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, on a une plus grande baisse, donc une plus grosse exportation de matière organique fécale lorsqu'il s'agit des crottes de brebis. On a aussi une plus grande variabilité de cette extraction, de cet enlèvement de la matière organique fécale quand on compare notamment ici avec les chevaux de Przewalski. Donc ces différences, notamment entre brebis et chevaux, quels qu'ils soient, on retrouve cette différence probablement parce qu'on a des ruminants et des monogastriques, et notamment la taille des fragments dans les fesses, comme on peut voir ici dans les crottins, est bien plus importante dans les crottins de chevaux que dans les crottes de brebis. La grande variabilité qu'on peut observer donc pour les brebis, comme je vous montrais ici, c'est le fait que les brebis, elles vont déféquer notamment dans des points plus localisés, proches des zones où elles vont passer du temps à chômer, à ruminer, et quand elles vont se remettre en activité, c'est à ce moment-là où elles vont déféquer. Donc ça peut expliquer pourquoi on a des grandes différences. Et enfin, le fait qu'il y ait une plus grande dégradation une plus rapide dégradation de la matière fécale, on peut se poser la question de la coévolution passée entre les coléoptères coprophages et l'élevage ovin sur place. Donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on a pu voir en étudiant la végétation herbacée et les coléoptères coprophages, en émanent certaines hypothèses qui viendraient expliquer les différences qu'on a pu observer. Donc d'une part, les différences entre moutons et chevaux, donc les deux sous-espèces parce qu'on a des ruminants vs des monogastriques, et donc ça va directement modifier les régimes alimentaires, le comportement pour la recherche alimentaire et les phases de repos d'activité. Notre deuxième grande hypothèse, elle repose donc sur le fait qu'il y ait une gestion domestique ou une gestion comme sauvage. Il va y avoir des choix déjà spatiaux liés au choix des gestionnaires, donc sur les surfaces des enclos, sur les zones pâturées ou non, comme je vous parlais, des dolines donc qui sont pâturées chez les chevaux de Przewalski, mais souvent cultivées dans les milieux plutôt avec des animaux domestiques, et directement sur l'animal, avec des traitements antiparasitaires ou non, et la présence d'un ou plusieurs groupes sociaux. Donc ça va entraîner des modifications sur la sélection alimentaire, probablement donc aussi sur l'utilisation de l'habitat, et engendrer des différences de composition et de distribution des fesses dans les enclos. Et ça viendrait directement agir sur notre communauté végétale et aussi, de manière un peu plus indirecte, sur les coléoptères coprophages et leur fonction dans la dégradation de la matière organique fécale. Donc, par rapport à tout ce qu'on a pu observer et mesurer, on a cependant des résultats qui restent limités géographiquement, puisqu'on a travaillé uniquement sur le cosméjean, temporellement, puisqu'on a travaillé, donc ces résultats ils sont issus d'un travail de thèse donc, sur 3 ans, et pour un certain type d'écosystème et à des pressions très faibles, parce qu'on parle de 0,05 UGB par hectare et par an. On peut se poser aussi la question de l'héritage du pâturage ovin, puisqu'il a été beaucoup plus longuement implanté sur place. On a une gestion comme sauvage, mais qui reste en semi-liberté. Donc là aussi, ça pourrait contraindre l'utilisation de l'espace par les animaux. Et on connaît encore peu les différences physiologiques potentielles entre les deux sous-espèces de chevaux. Donc ça amène d'autres questions qui seraient intéressantes de pousser un peu plus loin. Et donc, pour conclure et les points à retenir, donc la gestion comme sauvage, elle va amener des réponses comportementales des chevaux, donc un panel plus large et plus complexe des comportements qui sont exprimés, la mise en place de mécanismes de régulation démographique, notamment dans le cas de la semi-liberté, comme Laurent a pu vous présenter, la réintroduction d'une structure sociale qui est possible, même quand on transloque les animaux, et une meilleure survie des femelles qui sont réintroduites, notamment dans des groupes de grande taille. Sur la biodiversité, donc ce qu'on a pu évaluer, c'est quand même qu'on a une conservation globale du milieu et des communautés végétales et des assemblages de coléoptères coprophages sur le cosméjean. Par contre, on retrouve quand même quelques différences plus fines, à la fois selon le type d'animal qui pâture, donc bien sûr ruminants, monogastriques, donc brebis et chevaux, mais aussi même entre chevaux, donc qui seraient plutôt liés à la gestion, au choix des gestionnaires d'utiliser tel ou tel espace, à une utilisation de l'espace qui serait différente du fait de la présence des groupes familiaux et des mâles célibataires par exemple, mais de plusieurs groupes sociaux, et les régimes alimentaires qui pourraient aussi être modifiés parce qu'on n'a pas notamment de traitement antiparasitaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.